Géraldine Sarr, je suis céramiste. On est ici dans mon atelier à Chatou, dans lequel à la fois je reçois beaucoup d'élèves pour des cours de céramique et dans lequel aussi j'ai ma propre production de céramique. Je façonne des objets essentiellement fonctionnels, c'est même ce qui guide la plupart de mon travail en fait. Des objets qui sont faits pour le quotidien, puisque je fais des objets pour le thé, des gobelets pour le café, des bols. De plus en plus, je commence à me diriger vers le végétal, donc les pots pour l'extérieur. J'ai envie de me déplacer aussi un peu. Moi en plus, je viens pas de la céramique à la base du tout. Moi, mon passé c'est la science. J'étais biologiste, avant neurobiologiste. Donc ça n'a rien à voir et je ne faisais pas du tout d'art plastique parce que moi j'étais une élève dévouée à l'école et à la science et c'est tout. Je n'ai jamais fait de dessin, je n'ai jamais fait de céramique quand j'étais plus jeune. J'étais une bonne élève et puis c'était tout. Et donc quand je me suis mise à la céramique bien plus tard, donc j'avais 25 ans, quelque chose comme ça, je suis partie vivre à l'étranger pour mon ancien travail à la science. Aux États-Unis. J'étais en Californie, qui est un pays bien à part aux États-Unis. Oui. Et là-bas, j'ai fait de la céramique avec des gens de toutes les cultures. Alors bien sûr qu'il y avait des Californiens, mais en Californie, il n'y a pas beaucoup de Californiens. Donc ça venait de partout, du Japon, de la Corée, certains Européens, enfin bon, voilà. Et donc j'ai appris la céramique dans un environnement très mélangé, où donc il y avait très peu de part pour la tradition, en fait. Il y a très peu de place pour la tradition. On essayait des choses tous ensemble. Effectivement, on voyait un petit peu ce que faisait chacun, mais on combinait ça dans une telle bouillasse qu'au final, on en prenait ce qu'on voulait, et c'était super comme ça, on avançait très bien comme ça. Oui. C'était un hobby, mais alors qui est vite venu beaucoup plus que du week-end, parce que c'était sur un campus américain à San Diego. C'est un gros campus de sciences, mais en plus de ça, ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'on peut mélanger sans problème, sans complexe, la science et les arts dans ses diplômes même. Moi j'avais une petite étudiante qui faisait de la neuro et de la danse en même temps. Elle a un double major, et c'était danse et neuro. Bon. Ici, c'est génial. Inconcevable en France. Ça fait des bons mix. Ah oui, complètement. C'était super. Mais enfin, et puis il y en avait plein, parce qu'il y avait un bon département de musicologie, enfin, il y a plein de trucs. Et notamment, il y avait, perdu dans le campus, dans la verdure, un gros centre de céramique. Il y avait d'autres choses aussi, un souffleur de verre, enfin voilà. Et qui était tout vitré, donc on ne pouvait que le voir et voir les gens qui étaient dedans. Et donc, et qui était ouvert 24 heures sur 7 jours sur 7. J'aime bien partager. Je crois qu'on peut dire ça pour lier un peu tout ce que je fais. Déjà avec les cours, bien sûr, pour moi c'est même presque indissociable de mon boulot dans la production. J'ai besoin d'enseigner, enfin de partager, de recevoir aussi des fois un enseignement pour moi. Pour ensuite, déjà partager pour donner toute cette somme de petites connaissances en céramique que j'ai accumulées petit à petit. Je suis loin d'être une experte en céramique comme des potiers qui auraient une expérience de 50 ans, je ne dis pas ça du tout. Mais tout ce que j'ai pu acquérir déjà au contact des différentes personnes qui m'ont formée, parce que j'en ai commencé à accumuler un certain nombre en Californie, des différents, et puis un petit peu en France, un peu moins, mais quand même. Donc ça déjà, j'aime retransmettre, redonner tout ce qui m'a été donné, et puis tout ce que je peux expérimenter, parce que tout ce que je fais à l'atelier, je montre à mes élèves, il n'y a aucun secret. Tous les mots que j'utilise, toutes les techniques d'apposition, ils apprennent. S'ils ont envie, ils me demandent, je leur apprends. Je ne veux pas de barrière, il n'y a pas de mon travail, et puis ce que je vous apprends à vous en cours, jamais. Et d'ailleurs, dans la façon de faire des cours, c'est pas un cours magistral, petit A, petit B, petit C, ici en tout cas. Vous avez envie de, et ben je vous montre comment voilà, c'est un peu comme ça. Et comment d'autres font aussi, bien sûr. Donc ça, je partage ça sans aucune limite. Et puis dans mon travail de production, je pense que quand je fais une pièce, je pense d'abord à comment la personne qui va la prendre, qui va l'utiliser, va l'utiliser. Donc déjà dans son fonctionnement, je sais pas, quand je viens de verser, je fais beaucoup de gobelets par exemple, donc on vient de verser de l'eau brûlante dedans,
je fais des pièces fines, donc je sais qu'elles sont chaudes, mes pièces, un peu comme un verre, quoi. Et ben je me demande comment, alors quand c'est brûlant, comment je l'attrape. Donc j'ai des gobelets dont la lèvre est un petit peu plus serrée en haut, comme ça on la prend un peu en haut, puis on la prend vers le bas tant qu'elle est brûlante. Et puis ensuite, quand le thé va refroidir doucement, je vais pouvoir mettre doucement mes mains sur la partie bombée. Donc je pense toujours à ça, à comment les gens vont la recevoir, cette pièce, comment ils vont l'utiliser. Et de toute façon, je travaille beaucoup sur la prise en main. Donc oui, comment elle va être mise dans les mains des autres, parce que cette pièce-là, elle n'est pas faite pour que je l'ai moi, pour que je la pose sur une étagère, pour que je la vende. C'est vraiment dans le partage de comment la personne va la recevoir, et puis comment elle va l'adopter, quoi. Voilà, c'est à ça que je pense. Et c'est aussi un peu comme ça sur cette histoire de travail dans la prise en main et sur le toucher aussi, la réception. C'est aussi pour ça que je pense que ça m'intéresse tant de travailler sur des matières différentes. Donc cette histoire de mélange par exemple de grès de porcelaine, ou alors laisser une partie brute de la terre, enfin nue, brute, et puis une partie émaillée. Parce que je pense à ce petit jeu qui peut se faire dans les mains des gens. Il y a des fois aussi où je rajoute encore du côté plus brut, donc du grain, pour faire des gobelets qui sont encore plus granuleux. Mais je pense aux gens qui n'aiment pas du tout ça, donc j'en fais aussi des très doux. J'essaye toujours de penser à comment ça va être pris, voilà, comment ça va être utilisé, comment les gens vont le prendre pour eux, quoi. Je pense que quand j'étais dans la science, justement, je pense que j'étais un peu frustrée de pas En fait, ce que j'aimerais, de manière générale, c'est un petit peu de changer, ou d'améliorer un tout petit peu la vie des gens. Entrer un tout petit peu dans la vie des gens sans être intrusif, hein, et essayer d'y amener un petit quelque chose en plus. Je dois dire qu'avec la céramique, sans doute parce qu'on fait des objets, en tout cas dans mon cas, des objets du quotidien, j'ai l'impression d'être beaucoup plus proche de ça. Et à ma toute petite échelle très modeste, j'espère que je contribue à donner un petit peu de plaisir aux gens, soit dans les cours de céramique, ça je suis à peu près sûre qu'ils y prennent du plaisir, mais aussi avec mes pièces. Donc je parlais tout à l'heure de prise en main, et ce que j'essaye de faire, c'est de faire rentrer un petit peu de plaisir au quotidien par, j'espère, la vue et puis la manipulation, l'utilisation de mes pièces au quotidien. Et peut-être maintenant, une réflexion un petit peu plus globale, c'est vrai que j'aime bien faire partie de ce petit courant qui fait qu'on essaie de faire rentrer l'artisanat d'art dans le quotidien des gens. Ça, c'est un peu mon but, d'une certaine manière, de faire en sorte que les gens puissent utiliser au quotidien des objets d'artisanat d'art et qu'ils ne soient pas juste posés joliment sur une étagère et puis on n'y touche jamais. Ça, je trouve ça très triste, et à la rigueur, souvent quand je discute avec les gens, parce qu'ils me disent comme c'est des pièces qui sont en grès fin, elles ont l'air fragiles. Mais non, c'est pas plus fragile qu'un verre normal. Au contraire, je leur dis saisissez-les, manipulez. En rituel, dans le travail au quotidien, déjà parce que c'est comme ça que fonctionne la céramique, il faut toujours commencer par malaxer la terre. Et donc j'essaie d'introduire dans mon rituel des bonnes pratiques pour mon corps. C'est un métier qui est un petit peu difficile pour le corps, donc j'essaie de m'étirer un petit peu. Je fais des petits mouvements qui me permettent de faciliter tout ce travail pour mon corps en général. Je me mets dans la forme et mieux je me sens, donc en général je m'organise une journée où je fais quasiment qu'une seule forme toute la journée. Et avant de me mettre à travailler, parce que moi je travaille de manière un peu précise, je ne fais pas au petit bonheur la chance du tout, j'ai des dessins techniques que je me suis fait de chacune de mes pièces avec des tailles très particulières, donc j'utilise des outils qu'on appelle des trusquins, qui me permettent, c'est des petites piges en fait, qui me permettent d'être au millimètre près, m'indiquer où je dois m'arrêter. Elle ne fait pas le travail pour moi, mais elle m'indique si je suis proche ou si je suis loin. Et donc j'installe mes piges, je suis certaine des dimensions vers lesquelles je dois aller, et ensuite je rentre dans la forme. Alors ces piges ne font pas qu'on arrive à faire la forme du premier coup, loin de là, hein. Donc pour ça c'est bien de pouvoir s'installer pour moi, de faire une vingtaine, une trentaine de formes, toujours les mêmes. Ça me met dans une dynamique. Et puis j'allume la musique qui va bien avec, parce que sinon j'arrive pas à travailler. J'écoute la radio et toujours là, un peu les mêmes émissions. Je rentre dans les voix, j'écoute pas forcément ce qu'ils racontent, enfin parfois si bien sûr, mais c'est des voix que j'aime bien. Et sinon des musiques qui tournent, des musiques dans lesquelles il y a des petites ritournelles. Ça va pas dire grand chose, mais
des musiques où un même thème revient inlassablement, un peu. Par exemple du Jack Johnson, enfin bon, c'est des trucs très doux en fait, et qui, dans ma tête, mime un peu le mouvement du tour et on est dedans. Et puis d'ailleurs, en général, je le mets en boucle, donc moi ça me dérange pas d'écouter le même album pendant une semaine. Alors, mes élèves, ils en peuvent plus. Mais quand je donne les cours, je change des fois un petit peu. Mais je trouve que ça met dans une ambiance, par exemple, Mathieu Bogart aussi qui est tout doux, ça met dans le parti pris de laisser beaucoup de mon grès, déjà le tourner fin. Donc ça, c'est une première chose. C'est assez surprenant pour du grès en général, apparemment. Et puis de le laisser tout parti brut à l'extérieur. Effectivement, je me rends compte que c'est pas courant. Les lignes que j'utilise aussi sont très épurées. Sans volonté particulière d'ailleurs de les faire épurer, parce que c'est mon goût, c'est tout. Et on me dit que souvent ça résonne auprès des gens comme une sorte de mélange. Enfin, c'est soit on me dit c'est très japonisant, pas tout à fait, je pense, mais bon, malgré tout. Et soit scandinave. Et c'est le mélange japonisant scandinave qui je sais pas, qui a l'air de faire un peu consensus dans mes lignes. Donc encore une fois, aucun appel à aucune tradition, parce que c'est un gros mélange de tout ça. Et moi, j'ai aucun lien culturel avec ces pays-là, du tout. J'aime leur esthétique, mais c'est tout. Et donc, je pense que c'est ce petit mélange-là de terre brute, la couleur, sans que ce soit trop brut justement, enfin c'est pas très terreux du tout, et puis ces lignes épurées d'un peu nulle part, un peu partout, qui fait que en général j'ai l'impression qu'on reconnaît mes pièces assez facilement. Un peu d'un coup. Alors aux États-Unis j'ai fait beaucoup d'expérimentations, donc j'ai testé tout. Les bols avec énormément d'émail, rebelote des découlinures et des trucs. J'ai essayé les trucs qui craquent, j'ai essayé les trucs très épais, j'ai essayé les trucs très bruts avec des terres très noires. J'ai pu m'éclater complètement. J'ai essayé tout ce que je voulais essayer à peu près. Plein de techniques hyper bizarres. Du racoul et tout ce qu'on veut, ça c'est pas bizarre, mais plein de trucs. On a fait des cuissons dans du sable, on allait à la plage, parce que là-bas c'était pratique, on a des plages en accès libre. Et on se faisait un énorme feu sur la plage dans lequel on jetait des pots qu'on avait barbouillés avec du maquillage, avec du... Qu'est-ce qu'on avait utilisé? Du produit, du lave-vitre. Enfin des trucs complètement fous qui contiennent un peu de cuivre, parce que la vitre c'est bleu, ça contient un petit peu de cuivre, enfin le fard pour les yeux aussi. Donc on essayait plein de trucs. On enroulait ça aussi dans de la paille, des trucs comme ça, puis on les jetait dans le feu. Enfin bon, on faisait n'importe quoi. Puis des fois il y avait un truc joli, puis des fois, la plupart du temps c'était horrible en réalité, mais des fois il y a des trucs très jolis. Mais il n'y avait aucune cohérence dans tout ça, quoi. C'était vraiment, on s'amusait. Quand je suis arrivée ici et que j'ai commencé hors de mon CAP à faire des pièces pour moi, j'ai assez vite fait les lignes que j'ai. Par exemple ces pichets, là je les ai fait assez rapidement finalement. Les petits gobelets pour le café aussi, c'est des petites formes parce que j'avais pensé à la prise en main, des choses comme ça. Donc j'avais ces envies-là de forme un peu cocon, un peu douce. Et pour la déco, c'est venu, d'où c'est venu, je dirais. Ouais, il y a un livre que j'adore qui s'appelle Naked Clay. C'est un livre sur la terre nue. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a différentes techniques de décoration, l'enfumage, mais même des choses qui sont assez brutes. Et c'est un livre dont j'étais tombée amoureuse. Ça me revient, j'avais oublié ce bouquin, je l'ai pourtant. Mais... Donc j'étais tombée complètement amoureuse à San Diego et j'avais montré ça à mon prof d'émail. J'avais un super prof d'émail, hyper réputé, tout le monde venait prendre son corps et tout ça avec lui. C'était un ingénieur de la NASA, donc lui il faisait des émaux pour la NASA en plus. Il ne nous montrait pas bien sûr. Mais... Et il nous faisait des émaux pas possibles et moi j'arrive avec mon bouquin de terre crue. Il me dit, enfin nu, il me dit qu'est-ce que c'est que ça, c'est nul, enfin je sais plus comment il a réagi, mais il m'a dit non mais franchement aucun intérêt, j'ai dit si tu veux continuer là-dessus, vas-y, je veux pas le savoir. Mais il était gentil en fait. Et c'est vrai que je pense à partir de là où ça a commencé à me travailler, qu'on pouvait laisser de la terre nue, on n'était pas obligé de mettre des goulinures d'émail partout. Et je me souviens que quand je suis partie, Barrett, mon prof d'émail d'ailleurs, avait fait un saladier qu'il avait laissé à moitié non émaillé et qui m'a offert d'ailleurs, que j'ai toujours. Oh. Et il était content du résultat. Alors là, j'étais hyper fière. Je me dis, si j'ai réussi à faire à Barrett un truc qui n'est pas émaillé complètement, voilà, c'est magnifique. Et je pense, ouais, voilà, ça m'est venu comme ça après, de vouloir laisser cette terre. Puis j'aime bien le contact de la terre, je trouve que c'est pas la peine de toujours la masquer. Enfin, il y a des très belles pièces complètement émaillées, hein. Mais toujours la masquer, c'est un peu dommage. C'est un produit artisanal dans une matière très particulière.
C'est dommage de ne pas la laisser. Il va lui laisser un peu la vedette sur la pièce. Je suis pas religieuse, mais j'aime bien la formule, la phrase qui nous dit de ne pas avoir peur, n'ayons pas peur. Ce qui, sans doute, j'imagine, m'a permis un peu de me lancer au début. Je trouve que c'est une bonne idée dans la vie de ne pas avoir peur, a priori. Même si des fois j'ai peur, hein, bien sûr, mais a priori. J'aime bien, ça je sais pas d'où ça vient pour le coup, mais parce que l'autre c'était Jean-Paul II. Agir en heureux. Ça c'est important pour moi, non pas que j'arrive à toujours l'appliquer, parce que justement je suis un peu la reine de la procrastination en général. Je mets un peu de temps avant d'exécuter les choses, je les ai en tête, elles me tournent dans la tête longtemps avant que je les exécute, mais quand enfin j'arrive à agir, c'est vrai qu'est-ce que ça rend heureux. Ça je peux pas dire autrement, c'est un petit mot que j'ai derrière moi dans mon bureau. C'est un truc qui est important pour moi.